Aymeric Merlot. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous voici donc réunis pour débattre de ce plan de bataille pour l'emploi. Et pour moi, il s'agit d'un beau plan de communication visant à distribuer les crédits accordés à l'occasion du plan d'investissement dans les compétences décidé par le Président de la République, cela a été rappelé par mes collègues d'ailleurs, qui correspond à l'une des promesses phares donc de Macron pendant sa campagne. Tout d'abord, je voulais souligner le caractère un peu abusif de la dénomination de ce plan, plan de bataille pour l'emploi. Celui-ci devrait plutôt s'appeler plan de bataille pour l'emploi salarié. En effet, tant les mesures, si vous voulez, que vous proposez ne se concentrent que sur les salariés. L'emploi en Pays de la Loire, comme ailleurs d'ailleurs, c'est l'auto-entrepreneuriat, les professions libérales, les emplois publics, les emplois associatifs, l'économie sociale et solidaire. Ils ne sont mentionnés qu'à une place très très marginale de votre plan de bataille pour l'emploi, et donc je tenais à le souligner. C'est dommage parce qu'aujourd'hui, les emplois indépendants représentent 80% des nouveaux emplois créés en France depuis 3 ans, donc ça aurait été pas mal quand même de pouvoir mettre un peu plus le paquet dessus. Par ailleurs, comment parler de plan de bataille alors que sur les 33 millions d'euros de mesures nouvelles, selon vos propres termes, 93% des crédits ne correspondent qu'à 5 mesures sur les 43. Donc derrière ce plan de bataille pour l'emploi régional se cache essentiellement la politique du Président de la République. Bon, pour autant, je suis quand même heureux de voir que notre région va concentrer son action sur le TPE-PME. C'est quelque chose que nous, on appelle de nos voeux depuis maintenant des années. Ce sont elles qui créent l'emploi en Pays de la Loire. Pour quelques mesures néanmoins, cela tombe à plat. Et je suis très choqué de voir que l'une d'entre elles consiste donc à aider à profiler les employeurs les futurs salariés sur Facebook, aider les employeurs à les profiler sur Facebook, car cela constitue une grave atteinte à la vie privée. Certes, vous allez à nouveau me répondre comme en commission, c'est la réalité du terrain, on doit s'adapter, on doit l'accompagner, mais en agissant de la sorte, vous donnez et vous entérinez les graves dérives de la société. Vous cherchez un maçon, allez voir sur Facebook où est-ce qu'il a passé ses vacances au préalable. Enfin, moi, je ne comprends pas vraiment l'intérêt. Je ne comprends pas dans quelle mesure Facebook peut permettre à un employeur de connaître les compétences d'un salarié. Et pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous rappeler une directive européenne, une fois n'est pas coutume, qui date de 2000 et qui sert de cadre légal à la lutte contre la discrimination à l'embauche. Celle-ci protège toute personne des discriminations liées à l'âge, au handicap, à l'orientation sexuelle, à la religion, aux convictions en matière d'emploi. Or, qu'apprend-on sur Facebook si ce ne sait justement ces éléments? C'est ces éléments-là qu'on apprend sur Facebook. Donc en fait, vous allez accompagner les employeurs à faire de la discrimination à l'embauche. Dans le même état d'esprit, vous voilà prêt à créer ce fameux TripAdvisor sur la formation. Cette démarche nie le caractère spécifique d'une formation. Une formation, c'est pas un restaurant. Un Ligérien qui ne s'est pas épanoui dans une formation parce qu'il souhaitait se réorienter ou parce qu'il souhaitait finalement changer de voie, va faire baisser la moyenne d'une formation, alors que pourtant cette formation aurait pu tout à fait correspondre à un autre Ligérien. Vos priorités, vous l'avez dit, penchent du côté du développement des ressources humaines, l'enrichissement des offres de formation, favoriser les rencontres entre les entreprises et les futurs salariés, la levée des freins périphériques à l'emploi, et enfin une coopération durable entre les acteurs institutionnels. Ces priorités sont bonnes, mais les crédits ne correspondent pas aux objectifs ambitieux affichés. Vous avez raison d'indiquer qu'il est prioritaire de lever les freins à l'emploi en évoquant l'attractivité des territoires, le développement de la mobilité, le développement d'un environnement économique propice à l'emploi et le développement des services aux salariés dans les territoires tels que par exemple la garde d'enfants, etc. Pour les personnes en formation ou celles qui ont vocation à l'être mais qui sont éloignées de l'emploi, la mobilité est un enjeu essentiel et donc nous proposerons d'ailleurs un amendement dans ce sens, un amendement qui d'ailleurs correspond à votre volonté, Madame la Présidente, de renforcer le rôle du TER dans la mobilité des Ligériens. J'espère donc qu'il sera adopté. Pour autant, cette priorité de libérer les freins à l'emploi ne représente que 5% des crédits du total de votre plan de bataille pour l'emploi, ce qui est bien peu. Quelques bonnes initiatives sont néanmoins à souligner. L'expérimentation menée par le Conseil départemental de Loire-Atlantique à destination des bénéficiaires du RSA pour qu'ils puissent bénéficier d'un contrat d'apprentissage et qui sera élargi aux autres départements est vraiment un bon élément. Donc pour conclure, nous avons un peu compris que derrière ce plan, la région entend exercer ses compétences de chef de file. Bon, c'est très bien, c'est le bon sens. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs de nombreuses mesures n'ont pas d'incidence budgétaire, ça aussi nous l'avons compris. Mais bon,
alors que les bassins d'emploi sont clairement identifiés, en tout cas ceux en difficulté, la région s'entête à ne pas réaliser de distinction territoriale, ce qui est dommage, car il serait sans doute plus efficace de concentrer l'action régionale dans des territoires où le chômage est le plus élevé. J'entends par là avoir des mesures, par exemple, spécifiques dans votre plan envers certains territoires. Et d'ailleurs, en commission, vous avez indiqué que la construction de ce plan faisait face à cette difficulté d'avoir un plan homogène pour tous les pays de la Loire en raison des distinctions de bassins d'emploi. Mais la région pourrait tout à fait mener des politiques ciblées territorialement en matière de formation professionnelle et d'emploi et créer un plan qui cible justement ces territoires et les nomme. De la même manière, il n'y a pas d'action spécifiquement centrée sur nos filières industrielles. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre ce plan de bataille pour l'emploi. Enfin, je terminerai mon propos en exprimant au nom de tout le groupe Front National, cela ne vous surprendra pas, notre profond désaccord avec le Césaire, qui indique regretter que les migrants ne fassent pas l'objet de mesures spécifiques de votre plan de bataille pour l'emploi. La région doit d'abord se concentrer sur les Ligériens. C'est le bon sens, c'est ainsi et c'est très bien. Je vous remercie. Je passe la parole à Paul Janto. Merci Madame la Présidente. Moi j'aurais réagi en tant que président de la Commission de développement économique parce que j'ai entendu des propos qui me semblent relever plus de cette commission que de la commission formation. D'abord, je voudrais dire à notre collègue Jean-Claude Charrier que nous avons fait un plan de bataille pour l'emploi et pas un plan de bataille pour l'innovation. Je sais que c'est un fin connaisseur de ces problèmes d'innovation, mais là, il ne faut pas se tromper de sujet. Et j'entends bien la réflexion de dire qu'il faudra un projet global pour la région, comme en Occitanie, sur le véhicule autonome. La région des Pays de la Loire, et ça ne date pas de nous, a fait un choix autre, c'est de faire en sorte que les pôles d'excellence départementaux soient favorisés, renforcés. Tout le monde sait qu'au Mans, on a une technicité tout à fait particulière sur l'acoustique, mais aussi sur la mobilité durable, qu'à La Roche-sur-Yon, on est en train de transformer Proxinov en technocampus robotique-cobotique, qu'on est en train de renforcer la réalité virtuelle et la réalité augmentée à Laval en créant un axe Laval-Montoire de Bretagne avec le centre de réalité virtuelle, que l'Angers est spécialisé sur les objets connectés et le végétal. Qu'en Loire-Atlantique, nous avons des compétences et savoir-faire tout à fait particuliers en fabrication additive et qu'en Vendée, on a aussi le projet SMAL qui trouve aujourd'hui toute son ampleur. Et justement, je crois que ce maillage du territoire que l'on cherche à renforcer encore est particulièrement intéressant en termes d'emploi, plus que d'avoir un projet qui serait localisé que dans un seul département. On va prendre un exemple. Je ne suis pas sûr que nous parlerions que de contrôle non destructif au Mans. Ça rend énormément de services à un demandeur d'emploi de Luçon ou à une entreprise des herbiers qui peine à recruter. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. L'innovation est particulièrement importante. Le soutien à l'innovation, c'est particulièrement important. C'est vrai que ça crée de l'emploi, ça entraîne une dynamique. Mais là, aujourd'hui, c'est un plan de bataille pour l'emploi avec des solutions pratico-pratiques. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est peut-être, non pas pour répondre, mais les réflexions d'Aymeric Merlot m'ont apporté quelques réflexions. Les chefs d'entreprise, aujourd'hui, n'ont pas attendu la région pour recruter par le bon coin. Et aujourd'hui, le fait de mettre à disposition et de travailler justement sur la digitalisation des recrutements me semble aussi une mesure très innovante. Quand on sait qu'en particulier les jeunes générations qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui sont des spécialistes de ces réseaux, utilisent ces réseaux beaucoup plus que les petites annonces dans le journal. Demandez à un jeune de 20 ans aujourd'hui, je ne pense pas qu'il lise tous les jours, qu'il aille acheter tous les jours au kiosque de coin de sa rue, Ouest France, le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre ou Presse Océan. Il va travailler sur les réseaux sociaux. Donc je crois que si on veut être efficace, il faut utiliser intelligemment ces réseaux sociaux. Ça sera l'objet de l'appel à projet lancé par la région pour faire en sorte qu'évidemment on fasse ça dans le respect de la vie privée. Et puis le deuxième point qui me semble important sur cette digitalisation des offres d'emploi, parce que c'est un sujet vraiment important, le recrutement des ressources humaines. Chacun sait qu'il n'y a pas d'entreprise sans collaborateurs et qu'il n'y a pas d'entreprise performante sans collaborateurs bien formés. Donc les problématiques de recrutement dans les TPE et les petites PME, c'est vraiment quelque chose de très prégnant. Donc le deuxième sujet qui me semble très important et très innovant, c'est cette plateforme qui propose aux entreprises nigériennes une offre de multidiffusion. Donc on n'a pas réinventé des choses qui existent déjà. Ça, une application qui existait déjà dans la Sarthe, Madame la Présidente, un département qui vous est cher,
avec le dispositif Ça recrute en Sarthe, et on va le déployer sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Je crois que c'est quelque chose aussi pour apporter beaucoup de plus-value, tout en le reliant évidemment avec l'espace entreprise du portail orientation pays de la Loire.fr. Alors je voudrais revenir moi aussi en quelques mots sur les propos qu'a tenus Mme Cardet et les propos qu'a tenus Mme Lucas. Mme Cardet et Lucas. Vous avez évoqué, Mme Cardet, les bons chiffres de l'emploi en général dans la région des Pays de la Loire et plus largement les bons chiffres des résultats économiques de la région des Pays de la Loire. Mais moi, je crois qu'il faut effectivement qu'on soit très humble de ce point de vue en tant qu'élu, parce que ces bons chiffres, ils n'appartiennent pas aux élus, ils appartiennent aux chefs d'entreprise. C'est la réussite des chefs d'entreprise, ces bons chiffres. C'est la réussite des chefs d'entreprise et c'est la réussite de leurs collaborateurs, de leurs équipes, de leurs salariés. C'est un travail d'équipe, une entreprise. Donc je crois que nous, en tant qu'élus, on peut les commenter, mais on n'a pas à se les accaparer. Je crois qu'il faut être particulièrement vigilant là-dessus. Et puis enfin, vous avez des propos, Mme Cardet, relativement durs vis-à-vis de ce plan, ce que j'ai noté. Vous nous avez dit qu'on n'avait aucune vision globale de l'emploi, qu'on avait une approche linéaire, une approche éphémère. C'est vrai. C'est vrai parce que là, sur ce plan-là, nous, on va avoir une approche pratico-pratique. Je suis demandeur d'emploi, je n'arrive pas à trouver de boulot, comment je fais? Quelles sont les mesures pratiques qu'on met à ma disposition localement? On n'est pas là pour refaire la loi, on n'est pas parlementaire, on n'appartient pas au gouvernement, on est dans notre rôle de région pour essayer de lever des freins à l'emploi, c'est très bien dit d'ailleurs dans ce rapport. Donc c'est des mesures pratico-pratiques pour faire en sorte qu'un chef d'entreprise qui n'arrive pas à recruter, et j'en rencontre toutes les semaines, des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à recruter, quels que soient les secteurs géographiques, quelles que soient les filières concernées, il n'y a plus de filières qui ne sont pas concernées par ces problématiques-là. Comment on agit, nous? C'est notre responsabilité d'élus régionaux que de mettre à disposition un certain nombre d'actions pratico-pratiques, très concrètes, comme on l'a fait avec d'autres plans. Et puis finalement, je vais vous dire ça avec le sourire, mais on n'a pas été épargné sur les critiques sur les différents plans qu'on a adoptés depuis qu'on est en responsabilité. Je pourrais parler par exemple du plan pour la ruralité qu'avait soutenu Maurice Perrion. Je peux parler du plan sur l'industrie future que j'ai soutenu. Ces plans-là, vous les avez vraiment très critiqués. Et puis finalement, ces plans-là, dans la vie de tous les jours, ils marchent très bien. Le plan ruralité connaît un vif succès à travers ces différentes actions. Et le plan sur l'industrie future, ce succès dépasse largement toutes nos espérances, puisque vous saviez qu'on comptait accompagner 70 entreprises par an. Aujourd'hui, en 8 mois, on a accompagné plus de 100, donc on est largement au-delà de nos objectifs. Ça marche, ça rencontre un vrai écho et un large succès auprès des chefs d'entreprise. Donc je me dis avec le sourire que finalement, si vous nous critiquez tant, on est peut-être dans la bonne voie.